Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de Sherbrooke Academy, je vous remercie de votre participation à notre cycle de conférences. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir avec nous M. Ben Salim Himmish, un professeur marocain de philosophie à l'université Mohamed V de Rabat, auteur bilingue d'œuvres littéraires et philosophiques. Il a été ministre de la Culture de 2009 à 2012. Notre thématique ce soir est la réforme culturelle. Aussi, on en a besoin pour le projet du développement humain. Monsieur Ben Salim Himmish, marhaba bik et bienvenue. Allah yarabik, barakallahu fik. Je suis vraiment très content, très heureux de passer quelques moments avec vous et j'espère que je serai utile. C'est sûr, ça c'est une certitude que vous le serez, tabarakallah. Monsieur Himmish, je vous cède la parole pour définir et expliquer c'est quoi une réforme culturelle. C'est une société, la réforme s'applique à la culture, n'est-ce pas, à l'économie, mais il arrive malheureusement de temps en temps à ce que la culture soit oubliée, le parent pauvre. Preuve en est, c'est le budget, n'est-ce pas, qu'on lui consacre, qui est assez faible. Et moi, pour essayer de remédier à la pauvreté du budget, je demandais à mon ami, grand ami, Abd Samad Mzouer, de me faire des rallonges. C'est vraiment des rallonges budgétaires. Sinon, je ne pouvais pas m'en sortir. D'accord? Alors, c'est ça. Et donc, la réforme, c'est d'abord, n'est-ce pas, donner à la culture le budget qu'elle mérite pour faire en sorte que la culture rayonne, que la culture joue les fonctions qui lui sont attribuées. Ça, c'est le but, c'est la finalité. Et comment est-ce qu'une réforme culturelle peut-elle servir le projet du développement humain? Ben, évidemment, parce que le développement humain concerne aussi la culture. On se développe culturellement. C'est-à-dire, d'abord, quand on mène la guerre à l'analphabétisme, à la pauvreté spirituelle, on est en plein dedans. C'est-à-dire que la réforme, elle ne peut être bonne, elle ne peut être productive, créative, que s'il s'intéresse aussi au pan, PAN, culturel. Et d'ailleurs, dans tous les pays qu'on qualifie de développés, eh ben, la culture, elle est là présente dans le cinéma, les arts scripturaux, dans la poésie, la littérature, le roman, la peinture, voilà. Un pays aussi rayonne dans tous ces domaines que je viens de citer. Et on est dans la culture et donc dans le développement humain. Et la culture au Maroc, comment vous la voyez, M. Himmish? Alors, vous me condamnez à être jugé parti. Non, c'est seulement une question un peu simple. C'est vrai que comment, parce qu'en fin de compte, des fois, c'est pas pour comparer le Maroc avec d'autres pays, mais c'est-à-dire le développement, les choses qui ont été faites, que vous avez déjà fait, c'est-à-dire entre 2009 et 2012, qui se font, qu'on doit faire après. Oui, oui. Oui, c'est plutôt dans ce sens. Non, je comprends. Il y a toujours le souci du développement culturel qui va de pair avec le développement global, n'est-ce pas? Mais dans la culture, chacun fait un peu pour soi, c'est-à-dire il fait en sorte qu'il se cultive lui-même pour, en cas de besoin, par contagion, cultiver les autres. C'est l'enseignement, donc, n'est-ce pas? C'est les colloques, c'est les réunions d'ordre culturel, etc. Alors, pour ce qui concerne le Maroc, je crois qu'on ne peut pas parler comme ça globalement. Ça dépend des personnes, des individus, de tout un chacun. Il y a des personnes qui lisent autant qu'ils écrivent et qui sont reconnues. La reconnaissance est très importante par les autres en tant qu'étant des philosophes, des
des écrivains, des peintres, etc. La reconnaissance. Alors, quand il y a la reconnaissance, c'est le début de tout. Alors, je ne peux pas dire qu'au Maroc, c'est le désert, loin de là. Il y a absolument, non, pas du tout. Non, ça serait une injure, une injustice. Et par conséquent, je crois que le problème qui se pose pour le Maroc, j'espère qu'on va trouver une solution à ce problème, c'est le paramètre linguistique. Vous le savez très bien. Il y a des écrivains, pour parler, qui ne maîtrisent que la langue française. Il y en a. Et qui n'arrivent pas à écrire même pas une demi-page en langue arabe. Ce qui n'est pas, la réciproque n'est pas vraie. Alors, ça me paraît véritablement une lacune qu'il va falloir combler parce que un monolingue par les temps qui courent est un handicapé et linguistique et culturel. Et il faut y remédier. Il faut se mettre à l'ouvrage. Il faut, quand on n'a qu'une langue, faire tout pour acquérir une deuxième et aussi une troisième, et c'est l'anglais. Alors, quand je trouve des gens, je peux les citer, pas de Benjelloun, n'est-ce pas, Claude Hadès, un jour, dans une émission qui s'appelle, il a disparu maintenant, mais ça va me revenir, Claude Hadès, un grand philologue, un grand homme de culture, il s'est adressé à Benjelloun, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas en arabe, hein? Ah, ce soir ou jamais. Voilà l'émission, ce soir ou jamais. Ben, il lui a répondu, si je le fais, je vais la massacrer, cette langue. Ah bon? C'est votre langue, et si vous la pratiquez, vous allez la massacrer, et pourquoi vous ne l'apprenez pas? Ah, c'est trop tard. Et puis, c'est une langue du sacré. Regardez-moi ça. Alors que, modestement, humblement, pouvait déclarer, reconnaître qu'il n'a pas... qu'il n'a ni la volonté ni l'envie de l'apprendre. Alors, on a des gens comme ça, malheureusement. Moi, je crois qu'on est en devoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, cette règle, je me la suis appliquée à moi-même. Il faut être un bilingue assumé, parfait. Et aussi pour passer en troisième langue, pourquoi pas. Parfait, c'est-à-dire aussi bien à l'aise en langue française qu'en langue arabe. Et pourquoi je dis ça? Parce que sinon, il n'y a plus de vases communicants. On n'est plus connecté. Et par conséquent, on ne se lit plus. Hein? Celui qui ne maîtrise que le français ne lit qu'en français, et celui qui l'écrit en arabe, en arabe, etc. Je crois que je plaide pour un bilinguisme assumé. Assumé. Et j'écris dans les deux langues, comme vous le savez peut-être, en France, aussi bien en français qu'en arabe, et même je m'améliore dans d'autres langues comme l'anglais, l'espagnol, le grec, etc. Donc c'est une question de volonté de savoir, d'acquisition, qui se trouve chez certains et pas chez d'autres. Okay. Mais est-ce que la culture et tout ce que vous venez de dire, il y a un changement, il y a une différence entre la culture des années 60 et la culture d'aujourd'hui? Oui, oui. Alors, donc, je dis, si on faisait une comparaison entre la culture au Maroc des années 60 et la culture des années 20, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'il y a des changements, ou c'est la même chose? Non, 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 il y a toujours une évolution, hein, vers le meilleur ou vers le pire, ça dépend. Mais quand même, quelqu'un qui fait l'histoire de la culture, depuis au moins les années 60, vous avez raison de le dire, les années 60, juste un peu même avant et un peu après, il y avait des noms. Il y avait des noms qui écrivaient aussi bien en arabe qu'en français. Évidemment, vous avez Khardin, vous avez Khatib Yassine, toute une pléiade d'écrivains.
Et de l'autre côté, vous avez Abdelmajid Ben Jelloun, Abdelmajid, pas Tahar. Abdelmajid Ben Jelloun, vous avez Mohamed Choukri, vous avez Labi et bien d'autres. Mais j'ai une certaine nostalgie pour cette période parce que il y avait de la communication, on se lisait. Par exemple, Choukri, qui a été traduit le pain nu par Ben Jelloun, la traduction, elle vaut ce qu'elle vaut, mais le problème, c'est qu'il a eu intérêt pour ce roman-là, qu'on connaît bien. Et depuis, beaucoup de choses se sont faites. Il y a eu une évolution, une nouvelle génération à laquelle moi, personnellement, j'appartiens. Mais tout compte fait, moi, je crois qu'il faut le dire. Pour nos écrivains qu'on baptise francophones, il y a certains qui ont été bien servis et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Je pense par exemple à Abdelkabir Khatibi, le très mal aimé de la francophonie. Figurez-vous, la seule roman que Gallimard lui a publié, c'est le livre de sang. Et elle a pensé que bon, maintenant, c'est possible, n'est-ce pas, qu'il continue à le publier d'autres mots. Il leur a donné Amour bilingue, ils lui ont dit non, on ne le publie pas. Donc, un seul livre. Et c'est arrivé même à Labi, on lui a, avec l'intercession de l'Ecclésio, ah oui, bien sûr, on lui a publié le fond de la jarre, et puis il dit, bon, ça s'arrête, on arrête là, on arrête ça. Voyez-vous, c'est un peu injuste parce qu'ils ne sont pas moins bons que Benjelloun, Tahar, pas du tout. Lequel Tahar, n'est-ce pas, nous raconte des histoires de la langue arabe. Il ne l'utilise pas, il ne la pratique pas parce que c'est la langue du Coran, des histoires à faire dormir debout. Et concernant Tahar, c'est quand même quelqu'un de très maléfique. Je donne juste un exemple ou deux. Yasmine Khadra, il lui interdit l'accès au prix Goncourt, alors qu'il le mérite, de loin, de bien, il le mérite, et évidemment l'accès aux éditions Gallimard. Voyez-vous, ça me fait pas plaisir et je trouve ça un peu dommageable. Alors, tout compte fait, ce qui s'écrit statistiquement parlant en langue arabe dépasse de loin ce qui s'écrit en français. Voilà. Et donc, quelle est la responsabilité, d'après vous, quelle est la responsabilité et où le rôle de la société avec toutes ces parties prenantes pour la mise en place d'un projet culturel? Le projet culturel, il y a un ministère, n'est-ce pas, qui doit en principe s'en occuper et faire en sorte que d'abord on puisse un bon budget et puis c'est ce que j'ai essayé de faire et faire en sorte que la culture, n'est-ce pas, soit partout où on va au Maroc, aussi bien dans les villes que dans les moyennes villes, les petites villes ou moyennes, etc. Et donc, ce travail, je trouve qu'il n'est pas simplement celui du ministre de la Culture, mais aussi en connexion le ministre de l'Enseignement. Doivent même travailler en commun. Et aussi, maintenant, vous savez, le ministre de la Culture, il est ministre de la Culture, de la Communication, de la Jeunesse et du Sport. Ce que je trouve un peu beaucoup. Mais bon, s'il peut s'en sortir, un ministre, s'il peut s'en sortir avec ces trois secteurs, pourquoi pas? D'accord? Parce qu'on a les jeunes, qu'est-ce qu'ils demandent d'eux? C'est qu'ils lisent, c'est qu'ils se cultivent, n'est-ce pas?
Et c'est aussi une gymnastique, la lecture. Hein. L'acquisition, la lecture du roman, de la poésie, de la recherche, etc., c'est une gymnastique cérébrale, spirituelle, etc. Et la société, c'est plutôt le global de tout, le global, il y a de tout. Mais moi, je crois que la culture doit absolument être souveraine et faire en sorte que tout un chacun, la jeunesse en priorité, puisse avoir sa part de la culture. Et je suis un peu inquiet parce que avec les nouvelles technologies et les livres non en papier commencent un petit peu à se propager, je ne vois pas ça d'un bon oeil. D'ailleurs, c'était ma prochaine question. Oui. C'était ma prochaine question pour vous demander, est-ce que les nouvelles technologies, médias, réseaux sociaux et moteurs de recherche ont une influence sur la culture en général? Non, en principe, écoutez, l'innovation les nouvelles technologies sont les bienvenues. Tout cet arsenal technologique, ben, on doit s'en accaparer, l'utiliser, mais comme moyen, mais pas comme fin pour soi. D'accord? C'est ça l'équation. Je vois maintenant des jeunes, même des bébés, dès qu'ils arrivent, ils sautent sur leur tablette. Et si ça c'est comme ça, ils vont se trouver un jour en rupture de banc avec le livre en papier, lequel le livre en papier a fait toutes les civilisations en nous cédant quoi, les bibliothèques. Ils sont en papier. Évidemment, on peut les transférer, on peut en faire aussi sous forme de DVD, sous forme de, etc. On peut le faire, ça c'est possible, mais on ne doit pas renoncer au livre en papier. Il est vraiment le vecteur de l'acquisition culturelle, bien sûr, et aussi pour écrire, on écrit dans une langue ou une autre, et sur du papier, etc. Donc voilà, moi j'ai dit mon inquiétude, j'espère qu'on va pouvoir y remédier, et surtout pour les jeunes, et c'est la responsabilité des parents, des institutions, de l'enseignement, de la culture, de dire attention, faites en sorte que les élèves, vos enfants ne soient pas aliénés par ces nouvelles technologies, hein, qui sont les bienvenues, mais à un certain niveau. Oui. Et dans ce sens, est-ce qu'il existe un rapport entre la richesse d'un pays et la culture? Ah ben, évidemment, chaque pays, s'il a quelque chose à présenter, c'est sa gastronomie, n'est-ce pas? C'est ses us et coutumes, ses traditions et sa culture. Et sa culture, laquelle est présentée dans sa langue à lui, ce pays-là. D'accord? Et quand on fait, par exemple, des festivals, hein, ben, il est question de culture. Il est question essentiellement de culture. Les festivals, que ce soit la musique, que ce soit les salons du livre, etc. Et quel est le positionnement, d'après vous, du Maroc dans le paysage de culture internationale? Ah, c'est international. Non, moi, je préfère, moi, À l'international, comment il est perçu par rapport à son développement culturel? Plutôt, c'est le positionnement du pays, du Maroc dans le paysage à l'international. ben, ça dépend. D'abord, on a partie liée à la France, bien sûr, mais ce que je trouve dommageable, c'est que ce pays qu'on aime et qu'on a tant aimé, maintenant, il y a quelque chose qui se passe qui ne nous fait pas plaisir.
le zemmourisme, hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et ce qui est terrible, on doit le savoir. Où est-ce que vous avez que Benjeloun, qui quand même aurait pu être notre porte-parole pour contrer ce chauvinisme, ce racisme de Zemmour? Non, il le soutient. Et j'ai la preuve, il est devant moi. Je peux vous la dire. J'ai la preuve. Il a publié cela. Si vous avez, je peux le dire vite parce que c'est très symptomatique. Hein. C'est dit, j'ai proposé de renvoyer dans leur pays d'origine tous ceux qui sont fichés S et qui constituent une menace pour la France, etc., etc. Je trouve ça vraiment. D'abord, c'est pas vrai. Et puis, pourquoi soutenir un fasciste qui d'ailleurs il est lui-même dans ils veulent absolument renvoyer chez eux tous les émigrés, qu'ils soient légaux ou illégaux, clandestins. Vous vous rendez compte? Et venir le soutenir comme ça, alors qu'il devrait absolument lui rentrer dedans. Avec tact et avec connaissance, etc., mais pas le soutenir. Mais le papier, il est là. Bon, alors, dans le monde entier, la voix, c'est la traduction, n'est-ce pas? C'est la traduction. C'est le passage obligé entre les bridges, entre les cultures. Alors, effectivement, on a ce qu'on traduit de l'arabe, il y a des livres, des romans surtout, des essais. Je ne veux pas me vanter, j'ai été traduit pratiquement dans une dizaine de langues. La dernière, c'est en chinois, n'est-ce pas? Et bien d'autres, je ne vais pas aller faire l'étalage. Je suis traduit, j'ai été primé. Un jour, j'ai lu, ça m'a un peu amusé. Je crois que c'était dans Aujourd'hui le Maroc, oui, si c'est sa mémoire, quand j'ai eu le prix Cheikh Zayed. Et il a dit, Hamish, n'est-ce pas, l'écrivain le plus lu, le plus traduit et le plus riche. Le plus riche, Rockefeller. Il y a toujours plus riche que soi. Bon, alors voilà, donc je suis, pour ce qui me concerne, ça va, il y a des projets aussi de traduction en iranien et en turc. Ça, c'est pratiquement, c'est en cours. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous. J'aurais aimé qu'on s'intéresse aussi à d'autres écrivains. On le fait, mais pas d'une façon, comment dirais-je, équitable. Voilà. Comme ça, de temps en temps, on traduit un roman ou on ne va pas au-delà. Mais par exemple, j'ai été traduit en anglais et mon traducteur, c'est un Américain et ça a été publié dans une maison d'édition américaine, etc., etc. J'aimerais que cela puisse arriver à d'autres parce que je suis un altruiste. Voilà. Écoutez, est-ce qu'il y a après vous, y a-t-il des stratégies à mettre en place pour une meilleure performance culturelle? Qu'est-ce qu'il doit mettre en place? À quoi? Donc, s'il y a des stratégies, donc d'après vous, s'il y a des stratégies à mettre en place pour une meilleure performance culturelle? Oui, moi je crois qu'il y a un ministère de tutelle, d'accord. Alors c'est le pivot, d'accord. Et lui ratisser l'arche, c'est-à-dire travailler de concert avec le ministère de l'enseignement, avec le ministère aussi de la jeunesse et du sport, vraiment de concert. Voilà, ça c'est une bonne stratégie. Parce que la jeunesse, c'est les, comment dirais-je, c'est les écrivains de demain, c'est les intellectuels de demain. Et donc, il faut qu'il les prépare à ce qu'ils puissent assumer cet avenir et faire bonne figure. Voilà, je crois que c'est 3, disons même 4, n'est-ce pas, ministères doivent travailler de concert avec comme dites, une stratégie qui est la formation, qui est
la, 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 c'est-à-dire les faire travailler ensemble. Et il y a des possibilités, il y a des pédagogues, il y a des enseignants qui en sont capables. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a une influence de la culture sur les sites? Est-ce que vous pensez qu'il y a une influence de la culture sur la civilisation et le développement d'une nation? Écoutez, une nation qui n'a pas de culture, il court à sa perte parce que c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, la culture, c'est la créativité, c'est ce qu'on a pu fabriquer, faire, léguer comme patrimoine matériel et immatériel. La poésie, le théâtre, le cinéma et tout ça, c'est quand même pas une sinécure. Je crois qu'on doit absolument faire bonne figure, intellectuellement parlant et évidemment culturellement parlant, par rapport aux autres. Hein? Parce que ceux qui sont partis, qui sont passés de l'autre côté de la barrière, qui ne sont plus de ce monde-là, nous ont légué un patrimoine. Aussi bien matériel, n'est-ce pas, qu'immatériel. Et nous, à charge pour nous de faire comme eux, laisser, léguer à ceux qui vont venir après nous un plus, c'est-à-dire un patrimoine qui vient s'ajouter à celui-là qui nous a précédés. D'accord? C'est clair, j'espère. Ouais, c'est clair. Pour moi, c'est très clair. Maintenant, de toute façon, est-ce que la culture, donc vous avez parlé du cinéma, vous avez parlé du théâtre et tout ça, qu'en est-il au Maroc? Comment ça se passe et comment, en fin de compte, comment ça se passe après le Covid et comment ça se passe aujourd'hui après le Covid? Est-ce que le Covid, certes, il a quand même joué négativement par rapport à ça, mais est-ce que le cinéma, le Netflix, dans la culture, où la culture de Netflix aujourd'hui joue un rôle important dans notre culture ou dans la culture de tout le monde? Non, écoutez, c'est une véritable catastrophe, le Covid-19. Alors, on nous dit maintenant qu'il n'y a qu'une solution, n'est-ce pas, le masque, la distanciation. Vous vous rendez compte, vous pesez la gravité du mot. On se distance, chacun at home, chacun chez soi. Et je vois qu'il y a de moins en moins de colloques où les gens sont présents, les participants sont présents. Hein? Coréam. Maintenant, on fait dans le Zoom, comme ce qu'on est en train de faire, mais au moins ça, parce que ça sera tragique si même ça, on ne l'a pas. Et je constate chez les intellectuels, ou ceux qui en restent, ils sont de nature d'ailleurs assez solitaires, mais maintenant ils sont encore plus solitaires qu'avant, hein, à cause du confinement. Ils se confinent, ils se calfeutrent, et il n'y a plus qu'un seul moyen, c'est le téléphone. Alors, c'est pas quand même, c'est pas, ils se voient de moins en moins, de moins en moins. Alors, on attend, on espère que ça va passer, cette pandémie, on en a connu depuis l'Antiquité, et que les gens puissent respirer un peu, puis sortir, s'embrasser, s'enlacer, être normaux. Tout cela, pour le moment, est à l'arrêt. Mais j'espère qu'il ne va pas être pour toujours. Hein. Les grands scientifiques font de leur mieux et nous avons, comment dirais-je, la vertu de la patience, hein, qui est là. Cette patience est une vertu révolutionnaire parce qu'on ne doit pas lâcher prise, on ne doit pas. Certains nous disent écoutez, cette pandémie, il faut l'accepter, n'est-ce pas? Il faut faire avec parce qu'on est loin du compte.
on ne peut pas dire ça. Un jour, on va me dire, il faut l'aimer, peut-être, quelque chose comme ça. Non, on fait en sorte, c'est-à-dire la protection, on se protège, mais on garde un minimum de relations, d'amitié, d'amour de l'autre, etc. Dans tous les cas, de toute façon, une chance qu'on a encore la technologie. Tout à l'heure, on parlait de la technologie. Certes, Oui. de toute façon, dans l'enseignement, ça nous a aidés. Je crois que pour toutes les activités culturelles aussi, ça a aidé. Et Ah oui. aujourd'hui, exactement, on est en mutation. Peut-être aujourd'hui, on en parle comme ça. Mais d'après vous, est-ce que dans l'avenir, cette technologie, bon, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, donc la culture qui passe par ces réseaux, va être peut-être la règle? Est-ce que, d'après vous, ça va être un jour comme ça, que la technologie va être la règle pour appliquer ou pour faire circuler ou développer la culture? Non, ça, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, comme moyen, même pas comme fin en soi. Hein? C'est par exemple, vous faites des conférences sur l'éthique ou la déontologie, ou bien l'altruisme, ou bien le besoin de philosophie, le besoin de justice sociale, etc. Ben, écoutez, c'est des thèmes humains. Et si avec le support technologique est là, eh ben, tant mieux, c'est formidable. Oui ou non? Ah oui, oui. Mais toujours dans ce sens, euh, y a-t-il ou est-ce qu'il y a un bilan à faire ou qui a été fait par le ministère de la Culture au Maroc? Bilan Oui, oui. oui. Moi, je peux dire, voilà, ce que j'ai fait, je l'ai laissé après moi, dans un sorte de livre, d'une centaine de pages, à charge pour mon successeur de continuer le combat. D'accord? J'ai ouvert pas mal de chantiers et tout est numéroté. Je n'invente rien. Mon dernier, c'est pas un combat, c'était pour la création du musée Mohamed VI, hein, que vous connaissez très bien, d'accord? Parce que quand je suis venu aux affaires, il était à l'arrêt. À l'arrêt. Et Sa Majesté m'a dit, enfin au téléphone évidemment, qu'il faut faire, faut accélérer un peu là, les choses pour qu'il voit le jour. Et ça a été fait. Avec, je veillais la nuit, je me réunissais avec les corps de métier. J'ai tout fait, n'est-ce pas, pour gagner du temps. Et maintenant, vous voyez qu'elle est très bien, il est formidable. Et j'ai fait, évidemment, je ne veux pas faire l'étalage de tout ce que j'ai dû faire, mais moi, ce que j'aimerais, c'est l'accumulation positive, que chaque ministre construit sur ce que son prédécesseur a fait. D'accord? L'accumulation positive. Malheureusement, alors là, vous le savez, comme moi, peut-être, il y a des ministres qui ne font pas leur job, tout simplement, soit par paresse, soit parce qu'ils ne sont pas là où ils sont. Hein, ce n'est pas la peine de citer des noms. Ils ont été congédiés, une bonne partie, dont certains qui furent ministres de la Culture. Ils n'étaient pas les hommes qu'il fallait à la place qu'il fallait. D'accord? Et on l'a payé cher pendant pas mal de temps. Hein? On n'y peut rien. Vous les connaissez, ce n'est pas la peine de déclarer leur nom. C'est très dommage parce que, d'abord, un homme de culture, un ministre de culture doit aussi un homme de culture. Ça a l'air d'être la palissade, mais sinon, qu'est-ce qu'il va faire? La vision, les contacts, la représentation du Maroc à l'étranger, le fait, n'est-ce pas, d'être présent ici et là dans les salons, si quelqu'un
un ministre n'est pas du niveau, ben, il ne peut rien faire. Nous avons, ça me dérangerait de citer des noms puisqu'ils sont connus. D'accord, leurs noms ont été cités parce qu'on leur a dit allez chercher ailleurs. D'accord. Bon, l'actuel, j'espère, moi je ne le connais pas personnellement, mais si j'ai quelque chose par la même occasion à lui dire, c'est de construire sur ce qui a été fait, et de positif évidemment, et de positif. Et il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses sur le plan relationnel, sur le plan acquisition, accumulation et tout et tout. Et j'ai laissé mon texte à la portée de tout un chacun, de tout ministre de culture qui viendrait après moi. Voilà, j'ai fait mon devoir, j'espère. Donc, Monsieur Emish, donc, pour finir en beauté, parlez-nous un peu de vos œuvres et quel message vous tenez à véhiculer. Ah ça, pour... c'est pas que je suis pas gêné, je dis, j'ai préparé pour une question. Voilà, je tiens à dire quand même une chose très importante pour moi. Je suis francographe, puisque j'écris en français. On est d'accord. Okay. J'ai pratiquement presque une dizaine d'ouvrages en français. Et paraît-il en bon français. Bon, je suis francographe, je suis francophile. J'ai été nourri, j'ai aimé depuis Rabelais jusqu'à Sartre, en passant par les grands auteurs des 17e, 18e siècle, 19e, etc. Donc, pour moi, ça a été une source vraiment de développement. Et je suis très redevable à cette littérature, à la culture française. Attention, mais donc francophile, mais je ne suis pas francophage. Alors, ça vient du grec phagos, qu'on trouve dans phagocité. Je n'aimerais pas qu'une autre langue que la mienne vienne phagocyter cette langue qui est la mienne. Un jour, j'avais rencontré une femme formidable, vraiment, qui est la secrétaire perpétuelle de l'Académie de France. Et en discutant, il m'a cité Camus, qui a dit « La langue française est ma patrie ». Il a tout à fait le droit de le dire. D'accord. Je lui dis, Madame, il s'appelle Hélène Carrière d'Ancos, Madame, est-ce que je peux me permettre de dire la même phrase pour ma langue à moi? M'a dit Monsieur Amish, mais évidemment, ça coule de source. C'est tout à fait légitime. D'accord. Alors, ce qui fait que j'écris dans les deux langues, c'est une chance peut-être. Et ce que j'ai, comment dirais-je, ah oui, ce que j'ai préparé, c'est juste un texte. Voilà, il est là. Il est là. Oui, parce que vous parlez de beauté, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, il a dit la chose suivante, il faut la dire en français. Oui, il a dit « Je suis un homme épris de beauté, et de celle-ci, j'ai eu la part que vous voyez. » Que vous voyez. Et j'ai dû écrire, voilà, tout comme les compétitions dans les Olympiades, les écritures courent sous les couleurs de leur langue. C'est pourquoi tout écrivain idéal sent que sa langue, c'est sa patrie, son home, sa residencia en la tierra, son Benswelt en allemand, etc. Et donc, j'ai choisi ça, voilà, c'est d'un livre à moi, ça s'appelle Être en vie. Il y a des micro-contes, mais il y a aussi cette écriture
ancestrale l'écriture aphoristique, c'est-à-dire par aphorisme. On trouve ça, c'est Parménide et Héraclite, on trouve ça chez Pascal, les pensées, on trouve ça chez Émile Cioran, chez Nietzsche, bien sûr, etc. Et tout ce que dans ce livre, ça va dans ce sillage-là. Et pour vous montrer à quel point la France, la langue française m'est très chère, je vais, parce que pardon, je cherche un truc, mais je n'arrive pas à je ne l'ai pas pointé, ce n'est pas un problème. Alors, quand Renachard, qui est vraiment le meilleur des meilleurs, qui dit la chose suivante dans sa belle poésie, et ce n'est point qu'un homme, alors je vais réciter, et ce n'est point qu'un homme ne soit triste, mais il se levante avec le jour, et s'accoudant et se levant avec le jour, et s'accoudant du montant jusqu'à la dernière étoile, il voit au fond du ciel à jeun des choses pures qui tournent au plaisir. L'inextricable sécheresse s'écoule. L'homme est un étranger pour l'aurore. Cependant, à la recherche de la vie qui ne peut être encore imaginée, il y a des passions qui s'affrontent, des disputes qui s'enflamment et des enfants sains et saufs qui découvrent. Je peux vous citer des vers et des vers de la poésie française, comme de la poésie d'ailleurs espagnole, arabe, cela va de soi. Par exemple, juste pour finir aussi en beauté, j'ai dû, quand j'étais à Cordoue, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai cité Garcia Lorca, la poésie du grand Federico Garcia Lorca. Et je l'ai improvisé, c'est-à-dire par mémoire, de mémoire. Attraversa el confuso esplendor, attraversa la noche de piedra, déjame hundir la mano. Y deja que en mi palpite como un ave 1000 años prisionera el viejo corazón del olvidado. Déjame olvidar hoy esta dicha que es más santa que el mar. Je termine là, sinon vous allez devoir couper. Mais à part celui-là, pour l'arco d'Elvira, toujours lui, ça c'est ce que je viens de lire, c'est Pablo Neruda. Maintenant, Lorca, por el arco de Elvira quiero verte pasar, para saber tu nombre y ponerme a llorar. Por el arco de Elvira quiero verte pasar, para beber tus ojos y ponerme a llorar. Por el arco de Elvira quiero verte pasar, para suspender tus huesos y ponerme a llorar. Et je termine deux vers en arabe, pour faire plaisir un peu presque à tout le monde. سموت إليها سموت إليها بعد أن نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى الناس والسمار أحوالي فقلت يمين الله أقعد بارحا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. On arrête là. Vous savez, c'est un plaisir, sincèrement, d'avoir avec nous et d'avoir partagé avec nous merci beaucoup, très aimable à vous. Et puis donc, toute l'équipe de Sherbrooke Academy, donc on souhaite chaleureusement bon remerciement aussi à tous les participantes et tous participants qui ont pu participer à notre conférence ce soir. Et puis, on espère pouvoir vous revoir parmi nous une autre fois, Inch'Allah. Merci encore, mille merci. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je tiens à dire aussi que ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur nos réseaux sociaux et sera envoyé à toutes les participantes et à tous les participants de ce soir.
Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment un plaisir.